Le Burkina Faso justifie son compact américain. Une délégation du bureau exécutif du Millennium Challenge Corporation était chez le président du Faso ce matin. Le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières ouvre ses portes demain dans la capitale burkinabé. Pour en parler, nous aurons un invité sur notre plateau ce soir. Il s'agit du promoteur du SEMICA, M. Innocent Belem Tougouri. Et puis un symposium sur les opérations de maintien de la paix. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique ouvre la réflexion sur les menaces transnationales. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Ainsi donc, le temps est venu pour le Burkina Faso de justifier son compact. Le rendez-vous du 31 juillet n'est plus loin, mais on peut d'ores et déjà examiner et apprécier donc l'exécution du MCA. Le Millennium, la mission de vérification du bureau exécutif du Millennium Challenge Corporation a été reçue ce matin par le président du Faso, Cassandra Buteux. Chef de délégation de la mission américaine, apprécie le taux de réalisation des travaux du compact au Burkina Faso. Elle est au micro de Bouma Ernest Nebi. J'étais déjà venue ici en décembre 2012 pour évaluer les travaux réalisés, les travaux d'irrigation réalisés ici. Et elle revient aujourd'hui pour voir l'achèvement de ces travaux. Mais jusqu'à présent, elle estime que les travaux réalisés sont très concluants et que la réalisation a été achevée. En tout cas, c'est une grosse partie du travail certainement qui a été réalisée. Et elle salue les qualités de leadership dont a fait montre le gouvernement du Burkina Faso. Quand ils prendront la décision, ils vont évaluer la mise en œuvre du premier compact. Ils vont évaluer le budget qui est disponible pour un éventuel second compact. Oui, ils vont évaluer aussi les autres éléments concernant notamment la gouvernance démocratique, la situation économique du Burkina Faso. Le conseil d'administration est extrêmement sélectif dans son choix des partenaires éligibles pour un second compact. Sur les 16 pays, 8 seulement ont été retenus. Le taux de réalisation des travaux de la route Sabou-Koudougou-Didi financée par le MCA est estimé à plus de 75%, comme on le disait hier dans ce journal. L'ouvrage sera donc sans aucun doute au rendez-vous du 31 juillet prochain. Assurance en tout cas a été donnée au Premier ministre qui ne cesse de mettre la pression pour le respect des délais. Le béon Luc Adol Tchao qui a échanger avec les responsables des chantiers n'exclut pas un dernier tour avant la date butoir, le point des échanges avec Isaïe Parkouda. Cette rencontre qu'on pourrait qualifier rencontre des quatre vérités a permis au Premier ministre de faire le point du chantier Sabou-Koudougou-Didi. Et s'il est bien vrai que les travaux avancent comme il se doit, ceux du drainage au niveau des traversées d'agglomération, les travaux de protection et de confortement de la route et des ouvrages doivent être renforcés. Face au Premier ministre, Bureau de contrôle et entreprise Oumarou Kanazoué se sont livrés à un exercice d'explication de l'état des lieux. Nous sommes en train de faire le calibrage du lit du pont. Tous les équipements qui sont prévus dans le cadre du marché sont commandés, d'autres sont là et dans les 2 à 3 semaines, les dernières commandes vont arriver. Globalement, nous voulons rassurer son Excellence que nous allons respecter les délais. À part le délai contractuel résiduel qui est très réduit, nous avons devant nous la saison pluvieuse. Donc vraiment, ça c'est un paramètre qu'on doit tenir en compte au niveau des dallots, au niveau du pont de Pouni, pour assurer la sécurité des usagers, pour faciliter les écoulements des eaux et protéger aussi les infrastructures qui ont été réalisées. Pour le coordonnateur du MCA et le chef du gouvernement, l'entreprise commise à la tâche a fait d'énormes efforts depuis le début des travaux. Le revêtement de la route et la construction du pont de Pouni ont atteint 78% du taux de réalisation. Les ouvrages hydrauliques et de drainage, 97%. Un exploit selon les visiteurs qui, cependant, demande à l'entreprise de mettre les bouchées doubles car l'échéance est là. C'est maintenant qu'il faut multiplier les efforts pour vraiment, j'allais dire,
donner raison à tous ceux qui ont fondé espoir sur vous, la seule pratiquement entreprise nationale à être engagée à 100% dans un projet de MCA. Il n'y a pas d'autre solution, et je crois que l'analyse de contrôle l'a dit. D'une part, il faut mieux vous organiser davantage sur les chantiers, renforcer les effectifs, là où c'est vraiment indispensable. Et je crois que si on met l'un dans l'autre, nous devrons quand même pouvoir terminer donc ce chantier. Je suggère que nous fassions une visite à 2 jours du délai du 30. Je pense au samedi 28 juin. Au cours de la sortie du Premier ministre le 21 avril dernier, instruction avait été donnée à l'entreprise de réaliser des forages au profit des populations de Sabou, de Sourgou, Réau et d'Idir. Et selon le gouverneur de la région du centre-ouest, Désiré Marie-Chantal Boni, les travaux de foration vont être lancés ce mardi 27 mai. On revient à Ouagadougou et on prend à présent la température du Conseil des ministres de ce jour avec quelques grands dossiers épluchés par les membres du gouvernement. On note que le projet d'aménagement et de bitumage de la route Didier Thomas Tougan sera financé par la BOAD à hauteur de plus de 32 milliards de francs CFA. Voici pour vous quelques-uns des rapports présentés à cette hebdomadaire réunion du gouvernement. C'est le résumé qui nous présente Sié Sylvestre Da. Le ministère de l'Économie et des Finances a soumis au Conseil des ministres un rapport relatif à l'avant-projet de loi des finances rectificative portant sur la loi des finances initiale du budget de l'État, gestion 2014. Ces nouveaux besoins qui ont été identifiés après la mise en place du budget de l'État sont entre autres l'organisation des élections présidentielles de 2015, il y a la poursuite des mesures sociales, il y a aussi la mise en œuvre de la grille indemnitaire issue des conclusions avec les partenaires sociaux. Les ressources étant limitées, il se pose la nécessité de procéder justement à ces ajustements, tant au plan des ressources que des dépenses, en collaboration avec les différents ministères et institutions. Les ressources internes ont été revues à la baisse de 53 milliards de francs CFA. Les besoins nouveaux de financement s'élèvent à près de 89 milliards. Et la nouvelle configuration du budget s'élève à environ 1800 milliards de francs CFA. Autre dossier à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un rapport présenté par le ministre en charge des infrastructures. Il porte sur le financement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Didier Thomas Tougan. C'est une enveloppe globale d'environ 32 milliards 750 millions, permettant véritablement donc de mettre en chantier d'ici la fin de l'année ce projet et qui va désenclaver toute la zone qui va donc de Réau, de Didir, en passant par Thomas et Tougan. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lui présenté au Conseil un rapport relatif à la dernière communication que le ministre Salif Ouedraogo va faire à la rencontre du secrétariat de la Convention des changements climatiques aux Nations Unies. L'objectif est de tenir ainsi la communauté internationale informée des efforts du Burkina en matière de politique d'adaptation au changement climatique. Ce sont des exercices pour lesquels nous sommes périodiquement amenés à rendre compte au secrétariat sur la Convention sur le changement climatique de ce que nous faisons pour appliquer cette convention qui a été signée, ratifiée, et quelles sont les approches que nous adoptons, quels sont les défis que nous rencontrons. Parce qu'il faut faire cela pour pouvoir encore bénéficier de l'appui financier de ces partenaires techniques au développement-là. Le ministère en charge de l'environnement et celui en charge des affaires étrangères ont présenté ensemble un rapport sur l'état de la coopération panafricaine dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Cette mise en œuvre est caractérisée au Burkina par un nouveau palier, la création de l'agence de la Muraille Verte. Cette agence a été créée, on va essayer de lui donner des moyens pour qu'il ait une méthode de gestion assez autonome. Parce qu'au niveau de la Grande Muraille Verte, il y a beaucoup d'efforts qui sont plus ou moins à faire. Cela veut dire qu'on va mener des activités génératrices de revenus et génératrices de couvert végétal. Beaucoup d'activités de plantation, beaucoup d'activités de récupération des terres. La ministre Koumba Boli a présenté au Conseil un rapport d'étape de la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère en charge de l'éducation. Nous avons en tout cas informé le Conseil qu'il y a bien sûr ces 350 sujets qui ont été transférés au MENA, mais aussi au niveau du préscolaire, ça s'est tout à fait organisé, tant au niveau infrastructure, vous savez très bien que c'est déjà transféré au niveau des communes, mais le personnel a été transféré au niveau du MENA.
Idem aussi, on a reçu presque 1 millier d'agents du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. Et nous avons aussi informé le Conseil qu'il y a 49 milliards de francs CFA dont, bien sûr, le MENA a besoin pour pouvoir s'assurer la construction du plan de ce transfert jusqu'en 2016. Le Conseil a adressé ses félicitations aux différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du continuum de l'éducation. Il a surtout insisté sur le fait qu'aucun enseignant ne doit être lésé dans ces processus. Au chapitre des communications orales, le ministre en charge de l'action sociale a informé le Conseil de la célébration de la 2e édition du mois de la famille et de l'enfant, placé sous le patronat de Chantal Compaoré, première dame du Faso. Le thème met en avant les élus locaux, l'éducation, mais aussi la protection sociale. Il s'agira donc pour nous de faire en sorte qu'à travers cette célébration, que les élus locaux prennent conscience de leur rôle par rapport à l'éducation des enfants et que la protection sociale soit au centre des préoccupations de toutes ces collectivités, que ce soit rurales ou communales. La cérémonie d'ouverture du mois de la famille et de l'enfant est prévue à Manga le 3 juin. Dédougou abritera la cérémonie de clôture. Voilà qui devrait renforcer l'alimentation en eau potable dans les villes de Ouagadougou et de Waiguya. Les députés ont autorisé la ratification de 2 accords de prêt entre le Burkina Faso et la Banque européenne d'investissement d'une part et la Banque islamique de développement d'autre part, destinée au financement de projets dans ce sens. La plénière d'hier a aussi vu l'adoption du projet de loi sur la prévention et la répression de la torture. Le résumé avec Sougounoma Ibrahim Digma. Clotilde Ki, ministre chargée du budget, est venue défendre devant la représentation nationale le projet de loi de règlement au titre du budget de l'État, gestion 2012. C'est la loi qui clôt en effet les comptes des ordonnateurs pour la période concernée. Le résultat des votes des députés donne 3 voix contre, 8 abstentions et 89 pour, adopté donc. Mamounata Belem, ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, elle est porteuse de 2 projets de loi portant autorisation de ratification de 2 accords de prêt entre le Burkina Faso et la Banque européenne d'investissement d'une part et d'autre part entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement. Tous les 2 projets ont été adoptés à l'unanimité des 100 votants du jour. Nous sommes vraiment très réjouis ce soir avec l'adoption de ces 2 lois-là qui vont être en tout cas un ouf de soulagement pour les populations de Waiguya à partir de Guiti et pour les populations de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga. Julie Prudence Nia, ministre des Droits humains et de la promotion civique, n'a pas eu du mal pour convaincre les députés de la nécessité d'élargir le front de la lutte contre la torture et les pratiques assimilées. Le projet de loi irrélatif a été adopté à l'unanimité. C'est un grand pas dans la protection des droits de l'homme au Burkina Faso parce qu'il existe des dispositions particulières en matière de lutte contre la torture à partir d'aujourd'hui, à partir de l'adoption de cette loi. Du reste, l'intégrité physique de chaque être humain est inviolable comme l'indique l'article 2 de la Constitution du Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso donne rendez-vous le 31 mai prochain pour le lancement de la campagne contre le référendum, contre le projet de référendum pour la révision de l'article 37. En prélude à ce rassemblement, donc, le CEFOP a rencontré les journalistes pour leur donner des informations relatives à la manifestation. Toboum Evelyne Dabiré était à la conférence de presse. La déclaration liminaire faite par Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, a présenté 2 aspects. L'un a rappelé les raisons du meeting du 31 mai prochain, qui sont entre autres le refus de la modification de l'article 37 et du référendum. Et le second aspect a porté sur l'organisation de ce rassemblement que le chef de file de l'opposition veut pacifique et convivial. Et pour cela, les consignes sont claires. Tout manifestant qui ne se conformera pas à l'agencement et à l'ordre établi par le comité d'organisation
ou qui ne respecterait pas les consignes de sécurité sera immédiatement expulsé du stade. Il est strictement interdit d'être en possession de quelque arme ou projectile que ce soit, armes à feu, couteau, flèche, lance, cailloux, pointe, bois, etc. Il est strictement interdit aux manifestants de provoquer les forces de l'ordre, de les agresser physiquement, de les injurier, de jeter vers eux des projectiles ou de bousculer les barrières de sécurité. Il est strictement interdit aux manifestants de se bagarrer ou de proférer des injures au stade. Il est strictement interdit de détruire les feux rouges, de dégrader les bâtiments, de casser les boutiques des commerçants ou de piller les étals des marchands avant ou après la manifestation. Les questions des journalistes ont ensuite porté sur d'éventuelles perturbations et les aspects sécuritaires et financiers de ce rassemblement. Et les organisateurs assurent, la police nationale est mise à contribution. Puis, il a été demandé à la presse de relayer cette autre information. Des urnes sécurisées seront déposées à chaque porte d'entrée du stade du 4 août et chacun pourra y déposer sa contribution financière pour les luttes à venir. Et le monde politique du Burkina Faso qui pleure la disparition d'une grande figure de la scène politique, le professeur Ali Lankwandé, ancien président du PDP-PS et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2005, est décédé hier nuit. Syndicaliste et homme politique, il fut un compagnon de feu Joseph Kizerbo. Ils ont fondé ensemble le MNLN dans les années 60. Le professeur Ali Lankwandé est décédé à l'âge de 84 ans. Son portrait nous est dressé ici par Évariste Kombari. Il ne faut pas confondre la paix et la stabilité, car la stabilité, elle se trouve aussi dans les cimetières. Ali Lankwandé, que la classe politique burkinabé pleure, est professeur des lycées et collèges. Après avoir servi dans les lycées et collèges nigériens, il entre en Haute-Volta. Nous sommes dans les années 1965 pour enseigner au lycée Philippe Zenda Kaboré. Militant politique, Ali Lankwandé est coopté en politique en 1962 par le professeur Joseph Kizerbo. Commence alors pour l'enfant de la Nyanya une longue carrière politique au sein du mouvement de libération nationale MLN, dont il fut un des premiers militants et premier trésorier national. Homme politique, Ali Lankwandé sera élu par 2 fois député. D'abord en 1970 avec le MLN, puis en 1978 avec l'UPV, lorsque le MLN devient Union progressiste voltaïque. En 1975, Ali Lankwandé, alors fringant homme politique, est nommé ministre de l'Éducation nationale sous le président Sangoulé Lamizana. Il marquera son passage au sein de ce ministère en mettant un terme à un texte qui excluait toute jeune fille enceinte au cours du cursus. De nombreux hommes politiques, Ali Lankwandé connaîtra sous le Conseil national de la Révolution CNR une traversée du désert. De 1983 à 1986, il est assigné en résidence surveillée à Fadangourma. Feu, le capitaine Thomas Sankara, disait de lui qu'il est un politicien véreux. Au lendemain du retour à l'ordre constitutionnel et des libertés politiques, Ali Lankwandé intègre la CNPP-PSD. C'est la renaissance politique d'un vieux militant politique. En 1998, après un séjour en Haïti, Ali Lankwandé rejoint le PDP-PS de son vieil ami, le professeur Joseph Kizerbo. Après le décès du professeur Joseph Kizerbo, Ali Lankwandé devient président du PDP-PS. Il sera le candidat du PDP-PS à l'élection présidentielle de 2005. Il obtiendra un taux de 1,74%. Syndicaliste, militant politique, éducateur, Ali Lankwandé a apporté à sa manière sa pierre à la construction de son cher pays, le Burkina Faso. Voilà, le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Le secrétariat général du Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit sa campagne de communication à travers les 45 provinces du Burkina Faso. Les militants CDP de la Bouguriba sont désormais au même niveau d'information quant aux principales conclusions du dernier Conseil national du parti majoritaire. L'Assemblée générale à Djibougou a donné la parole aux militants à la base. Christophe Da. Le Congrès pour la démocratie et le progrès continue son action de communication dans le sud-ouest.
Après une série de tournées la semaine dernière dans la région, le parti a convoqué ses militants de la province de la Bougouriba à une assemblée générale ce 25 mai, 2 jours après la mise en place des structures de base du parti majoritaire dans la province. Il était important que nous puissions nous entretenir avec ces militants, les camarades, d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre d'événements importants. Vous savez, il y a eu donc, comme je l'ai dit, le départ d'un certain nombre d'ex-camarades. Il y a eu également la création du Front républicain et il y a eu tout dernièrement la tenue donc, de la première session de notre Conseil national. La restitution des grandes décisions du Conseil national du parti était au premier plan de cette Assemblée générale. Et parmi les points abordés, l'épineuse question de la modification de l'article 37 de la Constitution sur laquelle la position du CDP reste jusqu'à ce jour invariable. À la session du Conseil national, le CDP a pris l'engagement de faire appel au chef de l'État, de demander donc aux populations d'aller au référendum pour modifier l'article 37, parce que nous estimons que du point de vue légal, du point de vue des dispositions de notre Constitution, rien n'empêche aujourd'hui la modification de l'article 37. En attendant, le CDP continue la mobilisation de ses troupes à l'image de cette Assemblée générale à laquelle certains militants ont exprimé leurs critiques vis-à-vis du parti ou de certains de ses dirigeants. J'ai dit que lorsque les militants parlent, il faut les écouter et prendre en compte ce que les militants disent. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte qu'il y ait des concertations permanentes. Du reste, nous sommes présents sur le terrain. Mais parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, qu'on pense qu'on n'est pas là. Et la problématique de l'énergie qui est une préoccupation à l'échelle planétaire selon les spécialistes. En guise de réponse, les États-Unis d'Amérique proposent un projet de développement de la fusion nucléaire basé sur le plasma. De quoi s'agit-il exactement et en quoi cela peut résoudre le manque d'énergie en Afrique? Ahmed Diallo, physicien burkinabé, nous donne des réponses avec Adama Koulibaly. Le plasma, quatrième état de la matière, est présent dans la vie quotidienne de l'homme à travers des applications telles que les semi-conducteurs, les tubes néons ou encore la télévision. Sa plus grande application pourrait être la fusion nucléaire. C'est dans ce cadre que travaille Ahmed Diallo, physicien burkinabé, pour le compte d'un projet au sein du laboratoire national du département de l'énergie des États-Unis, la Princeton Plasma Physics Laboratory. C'est un projet d'à peu près 94 millions de dollars et ça regroupe à peu près 80 chercheurs. Et à travers le monde, il y a plusieurs collaborateurs. Ça va des États-Unis jusqu'en Asie. Et ce qu'on fait, on essaie de démontrer de façon compacte et continue qu'avec le plasma, on pourrait produire de l'énergie une fois qu'on le confine. La fusion nucléaire est basée sur le principe de deux isotopes d'hydrogène, le deutérium et le tritium, pour fournir de l'énergie, présente des avantages par rapport à la fission nucléaire résultant de la cassure d'un atome lourd tel l'uranium. On est sûr, on est convaincu qu'il n'y a pas de problème. Et c'est comme on dit, il n'y a pas d'émissions de carbone, il n'y a pas de radioactivité. On a besoin de quelques milligrammes en fait d'eau, puisque le deutérium peut être extrait à partir de l'eau de mer. Et la planète est constituée d'à peu près 80% d'eau. Donc, ce qui fait qu'en principe, on a une source d'énergie, de fuel, si vous voulez, d'ingrédients primaires qui peut faire des milliers d'années. Alors que la fission nucléaire, comme à Fukushima, ça, il faut garder les déchets pendant des centaines d'années. Et donc, vraiment, c'est vraiment pas propre. Dans ce projet d'envergure internationale, l'Afrique, qui connaît des problèmes énergétiques, ne devrait pas être en reste. Bon, c'est un projet global en fait, c'est pour tout le monde. Par exemple, je donne un exemple, le grand projet qui va vraiment démontrer qu'on pourra produire l'énergie à grande échelle, c'est-à-dire qu'on pourra par exemple injecter 50 MW de puissance et en sortir 10 fois plus, ce qu'on appelle le gain de fusion, ça sera en France, à Cadarache. Et donc ça va être opérationnel en 2020. Et de ce fait, je pense que si on travaille en tant que le continent, l'Afrique en général travaille dans ce sens, on pourrait y participer. Ça, c'est une étape d'abord. Et là, on va développer des compétences. Parce qu'il n'y a rien à dire, il faut développer les compétences, ça prend des années, ce n'est pas du jour au lendemain. Et donc, une fois qu'on a développé ces compétences, une fois qu'on sait comment le faire, je pense qu'on pourra l'avoir ici en Afrique. Ahmed Diallo a été lauréat 2013 du Early Career Research Programme qui récompense chaque année de jeunes chercheurs aux États-Unis.
Auparavant, il a travaillé dans le cadre du programme Torpex de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et au Plasma Research Laboratory de l'Université nationale d'Australie. Et pas besoin de rappeler qu'au Burkina Faso, les pannes d'électricité sont récurrentes. Voilà un dernier exemple qui nous vient de Bobo-Dioulasso, où cet après-midi, un incendie est à l'origine d'une perturbation qui va occasionner une coupure de courant pour quelques jours à Sia et ses environs. Le récit du sinistre intervenu dans une des sections Sonabel de cette ville avec Karim Sissé. La clientèle de la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel des villes comme Bobo-Dioulasso, Orodara, Banfora et Niangoloko connaîtront dans ces jours-ci des perturbations. La cause, la cellule 33 kV de Kodeni a été endommagée par un incendie. Un sinistre qui a été vite maîtrisé grâce à la promptitude de certains agents et des sapeurs-pompiers. Nos installations fonctionnaient normalement et c'est aux environs de 16h30 que le dispatcher qui était là a entendu un bruit et en même temps il y a eu coupure de courant. Donc immédiatement il est venu constater qu'au niveau de la cellule il y avait la fumée qui partait. Il a essayé de maîtriser l'incendie et puis appeler en même temps les sapeurs-pompiers qui sont venus nous aider à maîtriser l'incendie. Pour le moment, la cause du drame n'est pas connue, mais le directeur régional de l'Ouest de la Nationale de l'électricité promet situer la clientèle très bientôt. En attendant, des dispositions seront prises pour essayer de remédier à ce problème. On a isolé la cellule qui fait la liaison Bobo de Kodeni et on va essayer de faire des reprises pour voir comment on peut reprendre une partie de la ville de Bobo et puis reprendre aussi Banfora. Parce que de Kodeni, on alimente la ville de Banfora, Orodara, Yangologo et puis Toussiana et autres. Donc probablement on aura des perturbations au niveau de l'alimentation électrique dans la ville de Bobo sur 72 heures. La Sonabel dit compter sur la compréhension de sa clientèle face à cette situation. Une situation qu'elle entend rétablir le plus tôt possible. Voilà donc le SEMICA qui se propose de trouver des réponses à tous ces problèmes liés aux questions d'énergie en Afrique. Le SEMICA se tient à Ouagadougou dès demain et sur le déroulement du salon, nous avons sur notre plateau le promoteur de l'événement, M. Innocent Belem-Touri. Bonsoir M. Belem-Touri. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Merci. Alors dites-nous, c'est demain le SEMICA 2014 ouvre, c'est demain donc que le SEMICA 2014 ouvre ses portes. Vous êtes fin prêt pour accueillir l'événement? Avant tout propos, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités du Burkina Faso, son Excellence Monsieur le Président de Faso, son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Saluer et remercier également la population burkinabé qui accueille cette activité depuis maintenant 3 ans. Et chaque année, ce rendez-vous se tient dans une dynamique de beaucoup plus de professionnalisme. Et pour 2014, il faut dire que nous sommes véritablement prêts. Les différentes délégations officielles ont atterri à Ouagadougou depuis hier jusqu'à ce soir. Et nous attendons encore au cours de la nuit 2 délégations. Nous sommes véritablement prêts pour démarrer l'activité demain sur le coup de 9h au centre commercial Laïko Ouagadougou. Nous avons eu droit à une très longue période de campagne de communication, en tout cas sur la tenue de ce SEMICA, alors que nous réserve le SEMICA 2014. Le SEMICA 2014, c'est tout un ensemble d'activités qui vont aller des conférences thématiques en passant par les tables rondes. Également, nous aurons des rencontres d'affaires B2B parce que le SEMICA entend créer un marché africain de l'énergie, des mines et des carrières. Alors le SEMICA, vous l'avez créé dans cette dynamique de l'explosion que connaît le Burkina Faso dans le secteur des mines. Vous avez eu des ambitions à la création de ce salon. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours dans la même dynamique? Est-ce que les objectifs sont atteints?
Il faut dire que véritablement le CEMICA a été créé dans la dynamique du boom minier que connaît non seulement le Burkina, mais pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à travers le monde, les plus grands salons miniers qui se tiennent présentent essentiellement des ressources minérales venant d'Afrique. Et sur le continent, il n'y a qu'un seul grand événement minier qui se trouve en Afrique du Sud, donc en Afrique anglophone. Dans l'Afrique francophone, il n'y avait pas d'événement. Et nous trouvions dommage que le fruit des recherches dans notre sous-sol soit présenté aux investisseurs hors du continent. Donc il était important pour nous de créer un cadre au sein duquel les investisseurs pouvaient venir et trouver des opportunités d'investissement de plusieurs pays à la fois. C'est vrai que le Burkina accueille le CEMICA, mais le CEMICA est un salon international qui a pour vocation de promouvoir le secteur minier africain. Donc, nous avons des opportunités d'affaires du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et pratiquement de tous les pays de la CEDEAO qui seront présentés au cours de cette édition. Et ce sera aussi au Burkina de se défendre, de mettre en exergue ses potentialités pour attirer les investisseurs. Sinon, nous sommes un salon international et nous trouvons plus intéressant de faire venir les investisseurs vers nous, vu que l'extraction se passe chez nous, que de nous déplacer à coups de millions pour présenter nos opportunités dans des salons qui se passent au Canada ou en Afrique du Sud. Donc nous essayons au Burkina de créer ce marché-là, cette rencontre entre des acteurs gouvernementaux, des acteurs privés et la société civile pour échanger aussi sur les meilleures pratiques pour un meilleur développement et une émergence de l'Afrique. Je vous prends un exemple très simple. Nous croyons à l'harmonisation. Si vous avez suivi un peu le thème de l'année dernière, hypothèse de l'harmonisation de la réglementation minière dans l'espace UEMOA. Cette année, nous allons dans la perspective de la CEDEAO, qui regroupe 15 pays anglophones et francophones. En Afrique de l'Ouest, par exemple, aucun pays de la sous-région n'a à lui seul la capacité d'absorber la production d'une seule centrale nucléaire. Il nous faut intégrer nos systèmes de production énergétique, décider politiquement d'installer une centrale nucléaire dans un pays membre de la CEDEAO, mais intégrer nos systèmes de distribution pour pouvoir absorber la production énergétique. Donc, un seul pays à lui seul ne peut pas se développer, ne peut pas résoudre la totalité de ces problèmes, que ce soit en énergie, en mine ou en carrière. En mine, nous avons, si nous n'harmonisons pas la réglementation, nous allons nous retrouver, nous touchons du bois, dans des situations où nous allons trouver des minerais transfrontaliers qui jalonnent deux frontières. Dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Il est important pour nous d'harmoniser la réglementation minière, que tous les États membres de la CEDEAO puissent se soumettre à la même réglementation, afin d'attirer les investisseurs, au lieu de se faire une espèce de concurrence en baissant les taxes, en pensant que nous attirons les investisseurs vers une destination donnée mieux qu'un pays limitrophe. Ce n'est pas très intéressant pour nos économies, nous perdons de l'argent, alors que si nous harmonisons et que les investisseurs trouvent, c'est les mêmes investisseurs qu'on retrouve dans les pays membres de la CEDEAO, vous retrouvez les mêmes investisseurs miniers au Mali, au Sénégal et au Niger. Donc il est important qu'ils soient soumis aux mêmes lois et qu'ils viennent investir et aient les mêmes avantages, quel que soit le pays de la CEDEAO où ils investissent. Est-ce que c'est important pour un pays comme le Burkina Faso d'abriter un tel salon? Vous savez, nous avons, par exemple, à la dimension du Burkina, nous avons des acteurs économiques très, très dynamiques. Il manque souvent d'opportunités d'affaires. Et pour avoir ces opportunités, ils doivent se déplacer vers des fournisseurs, vers des investisseurs qui se trouvent à l'étranger, dans d'autres pays d'Afrique ou du monde. Le CEMICA leur offre l'opportunité de rencontrer ces investisseurs étant au Burkina. Donc c'est un gros avantage au Burkina. Au lieu qu'un directeur d'entreprise paye 3 millions, 4 millions pour aller soit au Canada, soit aux États-Unis ou en Europe pour rencontrer des partenaires, de venir simplement au CEMICA et de rencontrer ce partenaire. Donc ça fait un gain énorme, une économie énorme pour les acteurs économiques burkinabés et ouest-africains, bien sûr, qui viennent. Ils savent que c'est moins cher de venir au Burkina, au CEMICA, rencontrer des investisseurs et des partenaires, que de payer des frais énormes pour aller plus loin.
Alors, on l'a bien compris, ce sont les professionnels et les hommes d'affaires, en tout cas, qui sont conviés au CEMICA. Mais au-delà de ça, qui peut venir au CEMICA? Et qu'est-ce qu'on gagne, le citoyen lambda gagne à venir au CEMICA? Disons que le CEMICA, à l'image d'autres événements professionnels, est un salon d'abord professionnel, réservé aux professionnels. Nous profitons de cet événement pour essayer, je dirais, entre guillemets, de démocratiser l'information et de faire comprendre à nos populations qu'elles ne sont pas aussi pauvres qu'elles le pensent. Nos pays regorgent de ressources minières énormes, on ne dirait pas intarissables, mais c'est immense. Je vous prends le cas du Nigeria, le pétrole sort de partout, même dans l'eau. Et à la limite, le pétrole pollue l'eau. Et nous sommes immensément riches. Nous avons envie que les Africains, où qu'ils soient, commencent à comprendre qu'ils ne sont pas les derniers du monde et qu'ils sont véritablement riches. Maintenant, la question, nous ne maîtrisons pas la technologie pour l'extraction minière. Nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de personnes qui maîtrisent la technologie. Nous pouvons le faire en joint venture avec eux, dans un esprit de transfert de technologie, comme l'ont fait les pays émergents d'Asie, qu'à terme, la jeunesse africaine puisse maîtriser l'industrie minière, qu'ils puissent intégrer des postes dans le secteur minier ou dans le secteur de l'énergie, et qu'un jeune Africain puisse réparer une pièce dans une machine de mine ou dans une machine d'énergie. Ça nous fera un gain énorme qu'à terme, nous soyons nous aussi des experts comme les autres. Merci, M. Belem Tougouri. Peut-être nous rappeler un peu le programme du CEMICA 2014. Le CEMICA 2014 commence demain sous le coup de 9h au centre commercial Laïko Ouaga 2000. Cette édition est co-organisée avec la commission de la CEDEAO. Nous aurons globalement environ 17 communications qui seront réparties entre des conférences animées par les États membres de la CEDEAO. Nous aurons un volume horaire journalier de 10 heures de débat thématique. Et il faut dire que les débats seront essentiellement axés et thématiques sur le développement minier dans l'espace CEDEAO et le développement énergétique. Et ce serait l'occasion pour la commission de la CEDEAO, que nous remercions au passage pour leur grande mobilisation, de nous parler d'un grand projet d'intégration énergétique que pilote la commission de la CEDEAO pour les 15 États membres. Merci, M. Belem Tougouri. Peut-être, qu'est-ce que vous avez envie de dire là, ce soir, aux populations et aux visiteurs, et bien sûr aux professionnels qui vont venir au CEMICA? Nous avons envie de rendre les Africains fiers d'eux-mêmes. J'ai souvent le plaisir de dire à nos aînés que le commissariat général du CEMICA est composé de jeunes Africains qui ont décidé de ne pas s'expatrier, de rester chez eux et de travailler à développer non seulement leur pays, mais aussi leur continent. Le commissariat général du CEMICA est composé de personnes de moins de 40 ans. Nous sommes complètement jeunes et nous relevons le défi d'organiser une manifestation aux standards internationaux. Nous sommes à la 3e édition et nous rendons grâce à Dieu déjà pour l'impact que nous avons, pour l'acceptation du CEMICA déjà par les populations burkinabées et ouest-africaines. Quand nous voyons la mobilisation qui s'est faite en Afrique de l'Ouest et d'autres parts du monde pour l'édition 2014, nous ne pouvons que être fiers d'être africains. Nous avons envie que ce soir, en vous couchant, chers Burkinabés, chers Africains, soyez fiers de vous-même parce que vous êtes riches. Merci beaucoup, M. Belem Tougouri, d'être venu sur notre plateau pour nous parler du CEMICA 2014 qui ouvre ses portes dès demain dans la capitale burkinabé. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique ouvre le débat à Ouagadougou sur les opérations de maintien de la paix. La rencontre de la capitale burkinabé va également se pencher sur les menaces transnationales que sont les trafics, les contrebandes et autres criminalités. Forces de défense et de sécurité, société civile et autres leaders d'opinion mènent la réflexion. Jacques Lamissa Tarpaga. Le Burkina Faso occupe une position stratégique dans la définition des méthodes de lutte contre l'extrémisme religieux, le nationalisme rebelle, les contrebandiers et toutes les formes de menaces transfrontalières. À Ouagadougou, justement, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique tient un symposium sur le maintien de la paix et les menaces transfrontalières.
Les menaces transnationales, elles sont nombreuses. Il y a les différents trafics, trafic de drogue, trafic de cigarettes, trafic d'armes légères. Et c'est ce genre de trafic justement qui ont alimenté la guerre du Mali que nous avons connue et qui a causé beaucoup de dégâts. Donc en résolvant tous ces problèmes, nous pouvons acquérir une stabilité pour nos États. La rencontre regroupe les forces armées, mais aussi des leaders religieux, des organisations de la société civile et des hommes politiques. Tous devront contribuer à la réflexion pour trouver les meilleures solutions. Le CESA, c'est le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Et c'est une université qui a été créée par le Congrès américain. Et à l'issue des formations que nous recevons, chaque État africain est obligé de mettre en place une amicale. C'est ainsi que nous avons mis en place notre amicale en 2007. C'est une contribution de l'amicale pour le gouvernement burkinabé, afin que, puisque la réflexion, tout le monde doit la mener à son niveau. Et nous, comme nous regorgeons en notre sein d'experts militaires et civils, donc nous allons mettre tout ça en commun pour apporter également notre contribution. Depuis 1993, le Burkina Faso participe aux opérations de maintien de la paix, de longues années d'expérience qui permettent aux forces armées nationales d'être plus opérationnelles sur le terrain. Sur les problématiques d'une part des menaces d'avocats, c'est maintenant. Le barreau offre une semaine pour cela. Le barreau qui veut se rapprocher davantage du citoyen, donc offre l'occasion au public de tout savoir sur le métier. Une opération de séduction qui se déroule sur plusieurs sites à travers la ville de Ouagadougou. Abdul Rasmane Zongo a fait un tour à la place de la Nation et sur le site du CIAO pour nous. La profession de l'avocat, voici un métier qui défraie la chronique à tort ou à raison. Motif invoqué, c'est un métier qualifié tantôt d'inaccessible aux citoyens lambda, aux pauvres, aux plus faibles, donc réservé aux riches, aux plus forts. Faux, rétorquent les initiateurs de la semaine de l'avocat, une activité qui s'articule autour des raisons suivantes. Nous ne sommes pas simplement dans les palais de justice. Il faut que les justiciables comprennent que nous sommes à leur écoute. Nous assumons une partie du service public de la justice et cette fonction d'auxiliaire de la justice, d'auxiliaire, doit nous permettre aussi de prendre des initiatives pour aller à l'écoute des citoyens, à l'écoute des justiciables et participer un temps soit peu à les rassurer. Et enfin, il y a une violence sourde, il y a une forme de justice privée qui se développe. C'est dû à l'incompréhension de la justice, mais c'est aussi dû à un déficit de communication, à un déficit de confiance. Et pour réparer cela, il faut que les acteurs de justice que nous sommes rassurons les citoyens pour qu'ils sachent que la justice est à leur écoute et que la justice leur appartient. En dehors de la défense, l'avocat a d'autres tâches. La profession de l'avocat, contrairement donc à ce que les gens pensent, recouvre en tout cas plusieurs notions. Il y a par exemple la notion de conseil, il y a la notion de représentation, il y a la notion de défense. C'est la notion que les gens la connaissent le plus. Des étudiants viennent dans les différents stands dressés pour la circonstance pour davantage s'informer sur la profession de l'avocat. C'est juste pour avoir une idée sur le métier de l'avocat, parce que c'est un métier que je trouve noble. J'ai demandé au maître qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir devenir avocat, l'école par laquelle on doit passer, toute la procédure qu'on doit suivre pour pouvoir être un bon avocat. Au sortir de ce cadre-là, je sais comment me comporter, comment est-ce que je dois me conduire en classe pour réussir ma carrière de bon juriste, et également comment me comporter devant les cas pratiques. Des dépliants, conseils et autres informations pratiques sont offerts au public à cette semaine de l'avocat qui s'achève le 31 mai, avec pour mission également de permettre aux avocats de se rapprocher davantage du justiciable. Le directeur général des douanes qui était dans la région douanière du centre-est la semaine dernière a pu noter les préoccupations de l'administration douanière dans cette région. On note que la principale difficulté demeure le manque de matériel pour faire face à l'insécurité. Bouma Ernest Nébié a suivi la tournée.
Au total, 6 bureaux de poste de douane de la région du Centre-Est ont reçu la visite du premier responsable de l'administration douanière. De Zabré à Saint-Cancé, en passant par les bureaux de douane de la mine d'or de Yuga, le poste de Soudouguin, de Yargatanga et de Bitou, le directeur général de la douane, accompagné de ses proches collaborateurs, sont allés s'enquérir des conditions de travail des agents et recueillir leurs préoccupations. Visite des bureaux, des casernes, puis échange avec les agents ont ponctué cette visite. Vous savez que c'est une région qui est réputée, en tout cas, est très dangereuse. Vous avez des braquages presque tous les jours. Entre Bitou, par exemple, et Saint-Cancé, chaque 2 jours, presque toutes les semaines, vous avez des braquages. Donc, dans un premier temps, les agents, en tout cas, ont évoqué la problématique de l'insécurité dans la région. La région est aussi réputée pour son taux de contrebande assez élevé. Il a donc été question d'augmenter l'offre en logement afin de renforcer la présence des agents de douane dans la localité. Les agents nous ont demandé beaucoup de moyens pour se protéger, parmi lesquels moyens on peut citer les armements et les munitions. Je pense que nous avons pris en compte ces préoccupations. Et nous allons les examiner et dans la mesure du possible, nous allons essayer avec notre hiérarchie, essayer de trouver des solutions. À chaque étape de sa visite, le directeur général de la douane s'est entretenu avec les autorités administratives et coutumières ainsi que les services partenaires tels que la police, les eaux et forêts et la gendarmerie. L'administration douanière qui va recevoir du sang neuf pour renforcer ses effectifs. C'est la fin de formation pour les élèves inspecteurs de la 19e promotion de l'École nationale des douanes. Mais avant d'entrer en possession de son diplôme, il faut d'abord passer par la case soutenance. Nathalie Nabaloum Sawadougou. 16,50 sur 20 avec la mention très bien, c'est la note obtenue par l'élève inspecteur des douanes Adolphe Gouba. Il a ouvert le bal des soutenances de mémoire de fin de formation à l'École nationale des douanes. Son travail a porté sur les incidents liés au service de campagne au cours de la dernière décennie 2004-2013, causes et conséquences. Depuis un certain nombre d'années, la récurrence et la violence des incidents liés au service de campagne à l'encontre des agents de l'administration des douanes sur le terrain. Voilà. Donc en 2010 et en 2011, nous avons été fortement marqués par 2 assassinats odieux, 2 de nos collègues, à Nadjago et à Magodara, qui jusqu'à présent n'ont même pas été élucidés. Donc ça a fait un déclic. C'est pourquoi vraiment j'ai choisi ce thème-là. Pour le président du jury, c'est un sujet d'actualité. Il a loué le courage de l'élève Adolphe Gouba d'avoir eu l'audace d'aborder le thème. Pour lui, c'est une invite à la population à avoir un esprit citoyen, à cultiver le civisme fiscal pour une nation prospère. Le travail est d'une bonne facture parce qu'il a maîtrisé son thème et il a fait des propositions pertinentes. Et l'administration pourrait vraiment utiliser cela, essayer de mettre en œuvre les recommandations formulées par l'étudiant Gouba Adolphe. Selon la directrice générale de l'École nationale des douanes, les thèmes de mémoire de cette 19e session sont au cœur de la problématique douanière. Ils portent d'une manière générale sur la surveillance et le contrôle douanier, les procédures douanières ainsi que des thèmes beaucoup plus généraux comme le rôle de la fiscalité douanière dans le développement économique, les réformes douanières et l'union douanière au sein de l'UEMOA ou encore la question sur les importations de véhicules automobiles. Ainsi donc, pendant 2 jours, 15 élèves inspecteurs, dont 5 Burkinabés, 6 Gabonais, 3 Centrafricains et 1 de la République du Congo, vont se prêter à cet exercice. Posséder un permis de conduire est un atout de plus dans la recherche d'emploi ou la création d'entreprises. Et le président du Faso donne un coup de pouce à la jeunesse burkinabé. Une opération permis de conduire au profit des jeunes vient d'être lancée à Bobo Dioulasso et qui devrait soulager plus des précisions avec Kadou Romenki. Opération spéciale permis de conduire au profit des jeunes. Dans la région des Hauts-Bassins,
L'opération a connu la participation et la contribution de bonne volonté. On était à un nombre de 2000, mais sur place, il y a eu de bonne volonté et je pense qu'il y aura 3000 permis de conduire qui seront subventionnés au niveau de la région. Ce permis de conduire permet des créations d'emplois. Comme l'ont dit certains jeunes, ils peuvent trouver un emploi ou même créer leur propre emploi en cherchant un taxi. Alors, donc, moi, je vais lancer un vibrant appel à l'ensemble des jeunes de la région de Haut-Bassin qui sont bénéficiaires de cette opération de permis se mettre au sérieux pour suivre la formation et obtenir donc ce diplôme-là. Autre chose à l'ordre du jour, un zoom sur les ambitions du président du Faso à l'endroit de la jeunesse. Et notamment la jeunesse scolarisée, la jeunesse estudiantine, le cas particulier de la région des Hauts-Bassins. Et en même temps prendre en compte l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Donc je vais témoigner de cela devant l'audience de ce soir. L'opération a suscité l'intérêt des populations des Hauts-Bassins, parmi lesquelles celles des autorités régionales et celles venues de Ouagadougou. À Ouagadougou, justement, les professionnels du textile et de l'habillement ont fixé le rendez-vous de la Semaine nationale de l'art vestimentaire pour le 29 mai au 1er juin prochain. Les organisateurs étaient face aux hommes des médias pour les précisions sur ces journées. Zié Diara et Adama Koulibaly. Pas même le soleil ardent n'a ébranlé le courage de ces 84 dames prêtes à prendre le départ de la course cycliste. Une course cycliste féminine qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 39e anniversaire de la CEDEAO. Et c'est parti pour ces coureuses, prêtes à avaler le circuit des 8 km 400 sur le boulevard Charles de Gaulle, dont le point de départ est devant le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le top de départ est donné. Les coups de pédale sont différents selon l'aptitude de chacune. Et déjà, c'est le Dossa 62, Bengo Zalissa, qui mène le bal après 3 km. Elle garde la cadence et distance ses poursuivantes immédiates, notamment les Dossas 87 et 63, de plusieurs dizaines de mètres. Les autres concurrentes font ce qu'elles peuvent. Mais la lutte est plutôt serrée entre Yabre Zenabo et Germaine Iliboudo, car Zalissa Bingo est intouchable. C'est sur ce rythme que cette dernière laisse les autres pantois. En franchissant la ligne d'arrivée en 17 minutes 33 secondes, soit une vitesse horaire de 28,71 km/h. Elle est suivie respectivement de Zenabo Yabré et de Germaine Ilboudo. Ce matin-là, j'ai demandé le Dieu va me donner les forces pour faire de bonnes courses. Au sein de la CEDEAO, le genre est pris en compte. C'était merveilleux. Elles sont même arrivées au temps que moi je ne les espérais pas. En moins de 30 minutes, la première était déjà arrivée. Il faut saluer la participation de nos collègues dames de Radio Nostalgie à cette course. Entre la pédale et le micro, le choix est clair chez Brigitte Yoda et Agara Sana. Le micro, se sont-elles prononcées? Voilà, c'était donc la course cycliste féminine qui entrait dans le cadre de la commémoration du 39e anniversaire de la CEDEAO. Et comme vous l'avez vu, c'est Zalissa Bingo qui a été la grande gagnante de cette épreuve. C'était un reportage signé Abdoulaye Kabouré. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Très bonne soirée à tous et à toutes.